Salut les jeunes et bienvenue sur le T-Smash Show. Aujourd'hui, on se retrouve à Maurice chez moi. Je suis enfin installé dans mon nouvel appart pour un an au moins. J'ai encore pas de bureau. Voilà, les Mauriciens doivent me livrer. Mais bon, à Maurice, vous savez, ça prend 10 ans. Ils disent ouais, on va te rappeler, mais ils te rappellent jamais. Bref, je suis pas trop installé encore. Mais en tout cas, j'ai l'appart déjà, c'est pas mal. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses parce que comme vous l'avez vu, j'ai pas pu faire le dernier Tisma Show. J'étais en déménagement, en galère, en voyage, compliqué. Donc on a pas mal de trucs à rattraper. Beaucoup de news d'ailleurs qui sont un peu biriches pour le Bitcoin, qui sont pas terribles. On va parler de Silvergate qui est un peu en prémisse de banqueroute. On va également parler d'un hacker qui a hacké mais qui a bloqué ses fonds et en plus, il s'est fait arrêter parce qu'il a fait n'importe quoi. Super drôle. On parlera du SD, du crash du Terra parce qu'on a un peu plus de data sur ce qui s'est passé. Notamment qui aurait pu potentiellement être coupable sur le crash. Alors nous voilà sur les petits signets Twitter comme d'habitude, au calme. Donc là, il y a 24 minutes, Tier 10K en fait qui répondait à quelqu'un qui a posé la question suivante. Qui a de l'argent chez Silvergate? Parce qu'on sait que Binance travaillait énormément avec eux. Donc pour Silvergate, on va en entendre parler plus tard parce que c'est dans l'inverse de l'ordre chronologique. Mais en gros, Silvergate, c'est la banque la plus utilisée par les instituts de crypto. Pourquoi? Parce qu'elle était crypto-friendly énormément. Elle a basé pas mal de ses produits pour les clients crypto. Sauf que à cause d'FTX et pas mal de choses, ils sont en train de galérer et potentiellement ils n'auraient pas les fonds pour assurer tous les clients. Donc c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop encore. Leurs earnings ont été décalés. Elles devaient être le 16 mars, mais elles ont été décalées parce qu'ils ne peuvent pas les produire pour le moment. Bref, ça sent pas bon pour les cryptos. Euh, qui donc a de l'argent là-bas autre que Binance? Il y a USDC, donc de Circle, GUSD, TrueUSD, qui ont des réserves de USD pour backer leur stablecoin chez Silvergate. Donc ça, pas terrible. USDT, le seul tranquille, pour une fois. Incroyable. Donc là, c'est le stock de Silvergate, comme vous le voyez, qui a droppé de 30% en un jour. Voilà. Donc Silvergate vraiment dans la sauce. J'espère que ça va. C'est encore une victime de la contagion Terra, FTX, etc. Donc j'espère que ça va se résoudre un problème. Ça va se résoudre un jour. Maintenant, un tweet de Igor, qui est qui est Head of Research donc à Wintermute, qui est un fonds de crypto. Et Paradigm aussi, fonds crypto, pareil, de recherche et d'investissement. Donc il a fait une analyse de ce qui s'est passé lors du crash de l'UST, donc après coup. Et donc on a remarqué en fait qu'il y a un wallet A qui a swappé 85 millions de dollars en UST pour de l'USDC, ce qui a créé une imbalance dans la pool UST3CRV chez Curve. Et en fait, il y a une grande probabilité que ce wallet A appartienne à Jane Street. Jane Street qui est l'ancienne firme de trading de SBF, qui est très active en crypto d'ailleurs. Et donc en fait, ce DPEG et de création d'imbalance dans la pool du ST3 aurait commencé le DPEG en fait. Voilà, du Terra Luna, donc de l'UST, du PEG UST USD. Donc comment on sait en fait que ce wallet appartient à Jane Street? Alors on le suppose parce que le 3 mai 2022, Clearpool a annoncé donc que Jane Street avait borrowed, donc avait emprunté 25 millions d'USDC à Block Tower dans une de leurs landing pools. Et en gros, grâce à ça, on a pu identifier en fait l'adresse qui correspondait à Jane Street. Et ensuite, on a remarqué donc que 2 semaines avant le crash de l'UST, on a remarqué donc que ils ont reçu 15 millions qu'ils ont repayé sans problème. Ensuite, ils ont investi 150 000 dans un Tonic Dex et ensuite, ils ont emprunté 25 millions de nouveau et ils les ont déposés dans un wallet Coinbase qui a l'intitulé Wallet A. Ensuite, avant de recevoir les 25 millions de Jane Street dans le Coinbase Wallet, ils ont reçu 85 millions d'USDC du mec qui a fait DPEG UST USD, euh,
qui a fait DPEG, qui a lancé le DPEG fatidique de la pool. Et ce portefeuille, donc le wallet A, n'avait aucune interaction avec rien d'autre. C'était vraiment que Jane Street qui a borrowed et qui a déposé son argent là-bas. Il n'y a aucune autre interaction. Donc il y a de grandes chances que ça appartienne à la même personne, donc Jane Street. Et ça conforte dans la rumeur que Jane Street voulait participer au bailout de Terra. À un moment de la fondation de Terra, pour repeg l'UST, ils ont demandé environ 1 milliard à 1,5 milliard de raise. Et en fait, les personnes qui sont proposées pour raise cet argent étaient Jump, Celsius et Jane Street. Et ils attendaient une réponse d'Alameda. Avec cette raise, ils pouvaient avoir un discount de 50% sur les tokens de Luna avec un an loqué. Et l'ensemble de ces fonds d'investissement avaient proposé pour le moment 700 millions de commitment. Et par exemple, Celsius, lui, il avait le wallet B, qui ont dump ensuite après le début du DPEG environ 100 millions d'UST en 4 transactions, qui a en plus amplifié et accéléré le DPEG. Mais pour Celsius, c'était normal parce que c'était un des plus gros prêteurs et borrowers dans le Anchor Protocol quand UST proposait 20% d'APY. Donc il devait exit rapidement pour pas se faire trop défoncer. Et dans le cas de Celsius, c'est peu probable en fait qu'ils aient attaqué Luna parce que en fait, Luna, tout simplement, ça leur donnait énormément d'argent. Ils faisaient 20% sur le protocole onshore avec Luna. Donc il n'y a ça a aucun sens qu'ils feraient des pegs en fait. C'est les premiers impliqués dans le truc. Maintenant, un tweet de Quentin Clark qui est un très bon trader, qui a mis un livre que lui a proposé Thinking USD, un excellent trader du BitMEX à l'époque, qui s'appelle How to Invest de David M. Rubenstein. Donc, j'ai pas trop regardé encore, mais apparemment, c'est un best-seller. Donc, à voir, s'enseigner. CZ qui a mis un tweet sur en fait la confusion que pouvaient porter les termes lending, stacking, yield, earn, saving. C'est vrai qu'on voit ces termes partout sur les exchanges crypto en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Donc le stacking, ça signifie bloquer ses coins sur une blockchain et être récompensé par cette blockchain pour valider des blocs. En gros, tu gardes contrôle de tes fonds à tout moment. Le lending, c'est quand tu prêtes à quelqu'un pour avoir des intérêts. Voilà, mais du coup, tu n'es plus en contrôle de tes fonds comme en stacking. Le yield ou APY, donc ça, c'est le taux d'intérêt payé à l'année. Et les earned savings ou autre nom, c'est en fait ça signifie la même chose. C'est des noms qui sont utilisés par la plateforme voilà, pour désigner le produit. Mais en gros, c'est souvent une combinaison du stacking et du lending. Et peut-être d'autres choses qui sont spécifiques aux plateformes. Maintenant, un tweet assez improbable, donc du FBI, qui dit qu'en fait, je sais pas si vous avez entendu parler de la rumeur comme quoi le Covid sortirait vraiment d'un leak de Wuhan, d'un laboratoire. Le FBI, du coup, ils disent que c'est ce qu'eux, ils pensent depuis le début et que les Chinois, le gouvernement chinois fait tout pour les empêcher de faire des recherches et de découvrir la vérité. Voilà, donc c'est assez peu probable que le FBI s'explique sur ça, donc ça va être sérieux. Après, je me dis, maintenant que les Chinois, ils se rapprochent un peu de la Russie dans le conflit, est-ce que les US, ils seraient pas dans l'intérêt de faire de la propagande anti-Chine à ce moment-là? Tweet de Hildobi maintenant, qui est un analyste sur Dune Analytics, qui poste beaucoup de dashboards, etc. Et si pour ceux qui ne le savent pas, Dune Analytics, c'est un endroit où vous pouvez query la blockchain Ether avec des requêtes MySQL. Donc très pratique pour analyser la blockchain rapidement en data. Voilà, donc là c'est un trade sur les royalties et sur les marchés NFT en général. Donc comme on peut le voir sur les 3 derniers mois, ça c'est les frais en pourcentage qui ont été payés par les frais de royalties qui ont été payés aux créateurs les 3 derniers mois. Donc on voit que Blur, depuis le 29 janvier, Blur a commencé à payer plus de royalties qu'OpenSea. Ça, c'est les royalty fees qui sont payés du coup les 3 derniers mois en dollars. Comme vous voyez, Blur, donc, qui est un nouvel exchange qui est en train de gratter tout le marché actuellement. Parce qu'en fait, les gens farment des airdrops, c'est du wash trading, ils sont en train de farmer l'airdrop de Blur qui vaut pas mal d'argent. Vous avez déjà entendu parler du Blur token, j'imagine. Voilà, donc ils payent plus de royalties aux créateurs que OpenSea. Parce que d'après lui, en ce moment, les royalty fees ont été beaucoup réduites sur les marketplaces. Et on peut choisir de ne plus en payer maintenant. Ou d'en payer moins, etc. Le fait qu'il y ait moins de frais de royalties ou de frais d'exchange,
ça fait que le bid ask spread il se réduit, c'est-à-dire qu'avant un NFT, tu allais le mettre en vente à 1000 et les mecs qui allaient faire des bids, ils allaient mettre à 900. Sauf que du coup, ce bid ask spread il s'est réduit, il est passé de 950 et c'est resté à 1000 pour la vente. Du coup, c'est plus que 50 de spread. Donc ça fait qu'il y a beaucoup plus de volume de trading parce que les gens ils sont plus à même de vendre et d'acheter parce qu'ils savent qu'il y a moins de spread entre les deux, donc c'est plus facile d'acheter et revendre. Donc il y a plus de transactions et donc de gens qui payent de fees, même si en soi les fees sont moins élevés, mais il y a plus de transactions. Donc au final, le volume de fees est plus élevé. Donc c'était assez intéressant. Puis ça, on n'y pense pas tout de suite quand on réfléchit. Et voilà, donc lower fee, donc une fee moins importante, est compensée et peut être compensée en résultant par un volume de trading beaucoup plus haut, comme là on peut le voir. Donc beaucoup plus de royalties qui ont été payées avec l'arrivée de Blur, même si les royalties ont été drastiquement réduites. Concernant les marketplace fees, OpenSea ont fait une annonce qui annonçait une réduction des fees à 0% pour la majorité des collections. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte dans les chiffres qu'ils sont quand même gagnés 250 000 balles et que ces 4 derniers jours, plus de 50% des trades sur OpenSea ont quand même payé une marketplace fee. Donc bon, OpenSea, vous ne nous la faites pas. Comme d'hab, les OpenSea, c'est des gros mythos. De toute façon, j'ai hâte que cette exchange brûle en enfer. Il y a de meilleures alternatives décentralisées. OpenSea font aucun effort, ils profitent juste de leur monopole. Bref, très content que Blur arrive. Là, j'ai bien aimé cet artiste, donc Batsdo, qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur sur Super Rare. Et il fait des très belles œuvres à mon goût, je trouve que c'est vraiment super beau. C'est très très sympa. J'aime beaucoup, voilà. Très bien. Maintenant, un événement qui a fait beaucoup de bruit dans la sphère NFT, c'est la victoire de Mongraal dans le jeu Dookie Dash, en fait, qui a fait top 1 au leaderboard. Un jeu créé par la société Yuga Labs, donc les créateurs de Bored Ape Yacht Club pour ne pas les citer. Mongraal, en fait, qui est un joueur pro Fortnite depuis 4 ans, qui a environ 700 000 $ de gains à son palmarès, et qui a débloqué donc avec son top 1 la Golden Key, qui a été vendu aux enchères à 1 600 000 $, soit 1000 Ethers à un milliardaire américain. Voilà, donc le jeu Dookie Dash s'inscrit dans une multitude de jeux développés par Yuga Labs qui vont vous permettre en fait de minter au mérite. Donc en fonction de vos skills sur les mini-jeux, vous allez pouvoir minter à la fin un compagnon et les traits dépendront en fait de votre performance sur les jeux. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, la valeur monétaire pour mon Graal était juste insane, 1,6 million sur un jeu qui a duré 2 semaines, c'est une sacrée perf. Donc là on peut voir, et d'ailleurs le CEO de 9gag, pour ceux qui connaissent, avait bid 999 Ether, mais malheureusement mon gars a décidé de le vendre à 1000, un mec qui a juste surbid d'un Ether juste au-dessus. Maintenant on arrive dans le vif du sujet, pour le titre de cette vidéo, le hacker le plus boulet de l'histoire. Il a fait un hack de Platypus, donc un protocole crypto, pour 9,2 millions de $. Sauf que, accrochez-vous bien, il a bloqué les fonds dans son smart contract et il n'avait pas mis de fonction pour les retirer. Donc en fait, les fonds, il les a mis dans son smart contract, mais il était bloqué. Voilà, il s'était bloqué les fonds et il pouvait rien faire. Le contrat, il était non upgradable, c'est-à-dire qu'il pouvait pas faire de mise à jour pour rajouter la fonction. En plus de ne pas réussir à récupérer ces fonds qu'il vient de hacker, il y a un mec qui l'a counter-hack et qui a récupéré 2,6 millions dessus. Accrochez-vous, c'est pas fini. En plus, il s'est bloqué 400 000 de ses dollars dans un flash loan sur Aave. Le portefeuille de l'attaquant, il l'avait rempli à l'aide d'un ENS. Cet ENS qui était lié à un compte Instagram et un compte Twitter. Et ces comptes Twitter étaient KYC avec Binance. Donc du coup, il a été arrêté en une semaine. Voilà, donc le mec, je résume. Il hack pour 9,2 millions de $. Il n'a pas implémenté de fonction pour retirer les fonds dans son smart contract. Il ne peut pas les retirer. Il se fait counter-hack dans son smart contract. Il avait hacké avec un wallet qui était identifié avec son ENS domain, qui était lié à son compte Twitter, qui était KYC sur Binance. Voilà, donc du coup ça a conduit à son arrestation une semaine après. Bravo mec, t'es super fort. Lui c'est le boss frère. Petit tweet rapide parce que je vais en faire une vidéo. Il faut savoir que le Goerli Testnet, c'est un réseau parallèle à l'Ether qui permet en fait de tester des smart contracts avant de les déployer sur le mainnet, sur Ethereum. Sauf que pour avoir des Ethers Goerli, donc des faux Ethers entre guillemets, c'est très lent, c'est très compliqué, il faut attendre, il faut faire des demandes parce qu'ils sont limités. Donc c'est très chiant pour les développeurs parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'Ethers pour pouvoir tester leurs fonctionnalités. Sauf que le layer 0, donc un bridge, c'est créé pour bridger les Goerli Testnet Ether sur le mainnet. Et donc ces Goerli Ethereum ont une valeur monétaire sur Ethereum.
Ce qui fait que le prix a flambé. Un Goerli testnet, ça valait 1,20 $ alors que c'est mintable quasiment à l'infini. C'est juste que ça met un peu de temps. Et donc, c'est un pose problème parce que les développeurs, bah, ils sont obligés de payer du coup pour tester tout simplement leur truc. Donc, c'est une énorme galère. Et je vais vous raconter, il s'est passé des histoires avec les Ethers. Il y a un développeur du faucet, du robinet Goerli qui a insulté les mecs via un smart contract qui en fait mintait des Ethers mintait une Goerli Ether pour les revendre. Enfin bref, je vais en faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez drôle. Pendant un speech qu'a donné chairman de la SEC, donc Gary Gensler qu'on connaît très bien maintenant sur la chaîne, qui a dit que tout autre que Bitcoin est une security. Et une security, on le rappelle, ça doit être en fait régulé par la SEC. Donc je vois pas comment Ether est une security, sachant qu'en plus il y a déjà une interview il y a 6 mois, il avait dit que justement Ether et Bitcoin n'étaient pas une security. Donc bon, à voir, mais bon, on l'a quand même dit ça. Ça, c'est un mec qui achetait qui a acheté des bitcoins à 0,30 centimes en 2010. Je le mets en PayPal grand, ça account. va. So I'll enter my verified PayPal email address in the form. Email address by entering it again. Voilà, mais en gros, I want to buy c'était marrant de 10 mettre son Bitcoin, email. C'était ghetto, hein. and I'll C'était enter pas my comme, Bitcoin receiving c'était pas address comme les there. exchanges aujourd'hui, hein. Gros dump NFT. Donc Machi, un gros trader sur Blur, un des plus gros, en même top 1 trader sur Blur. Il a dump 90 Bored Ape pour 5707 Ether, 191 Mutant Ape pour 3091 Ether, 112 Azuki pour 1144 Ether et 308 Othersdeed pour 582 Ether. Et il a fait ça en l'espace de 1 heure. Voilà, donc grosse dinguerie. Faut savoir que maintenant sur Blur, vous avez énormément de liquidités. Maintenant, grosse news aussi de Coinbase, comme vous l'avez probablement vu. Coinbase, donc, qui lance leur propre protocole, donc qui va s'appeler Base, qui va être un L2 sur Ether. Donc pour ceux qui ne savent pas, un L2 très simplement, c'est une solution de scalabilité sur Ether. Donc ça veut dire que ça permet d'utiliser le réseau Ethereum pour la sécurité, mais en même temps d'être beaucoup plus rapide en day-to-day. C'est-à-dire que ça permet de faire beaucoup plus de transactions. Et en fait, ces transactions, elles sont reportées via ce qu'on appelle un séquenceur à travers la blockchain Ether. Donc ça permet de faire des centaines de milliers de transactions par seconde, mais de quand même être sécurisé sur Ethereum. Donc c'est top. Je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être long, mais en gros c'était ça. Donc ça c'est big parce que tout l'écosystème Coinbase va se mettre, donc ils sont 110 millions d'utilisateurs il me semble. Donc c'est big, si je dis pas de conneries, c'est bien 110 millions. Donc c'est bien 110 millions en effet. Là une checklist, donc ça c'était intéressant je trouve d'un grand trader Quentin Clark qu'on ne présente plus sur la chaîne. En gros il a fait une checklist des trucs à regarder avant de rentrer en trade. Donc c'est assez intéressant je trouve. Weekly chart, quelle est la direction générale du marché, où est-ce qu'on se trouve par rapport au prochain retournement, structure de retournement de tendance, etc. Qu'est-ce que fait le volume, est-ce qu'on est dans un range ou plutôt un environnement en tendance? En 4 heures daily, est-ce qu'on est actuellement en train de range en weekly? Est-ce qu'on est actuellement en train de range up, range down, trending up, etc. etc. Donc je trouve que c'est super intéressant de se faire ce genre de réflexion. Donc je vais vous mettre cette checklist dans le Discord, dans le channel éducation. Donc si vous n'êtes pas encore sur le Discord Black Flamingo, n'hésitez pas à rejoindre dans la desk. On partage plein de trucs rapport avec le trading, des trades en live, etc. Ça, c'est des trucs pareils pour. Ça, c'est le mec StatArb, c'est le mec qui fait de l'algorithmic trading, mais ça, c'est un peu complexe. La SEC qui a mis une amende à l'église Mormon pour avoir planqué 32 milliards de dollars d'investissement. Donc, insane. À Coinbase, voilà. Donc, FTX, Japan peuvent retirer leur argent. L'exchange vient de réouvrir au Japon. Donc, ça, bonne nouvelle. Galois Capital, donc, qui est un gros fonds d'investissement crypto qui a mis la clé sous la porte à cause de FTX parce qu'ils sont fait, donc du coup, ils ont perdu 50% de leurs fonds sur FTX. Ils sont toujours gagnants par rapport à leur entrée en crypto, mais ça fait un énorme coup dur. Et ils ont préféré du coup down et arrêter le fonds en crypto-monnaie. Voilà, ça s'attège. Ça, c'est OpenSea du coup qui fait l'annonce qui passe à 0% de fees. Ça, c'est une annonce de FTX qui dit que FTX n'a pas encore créé de tokens de dette et que tous ceux qui sont déjà créés ou qui ont le nom qui s'apparente FTX sont non autorisés. Sam Bankman-Fried, donc voilà un tweet de Otis Capital. Sam Bankman-Fried qui est en train de défendre un cours à New York, donc le 17 février, bon ça date un petit peu.
Ça date d'il y a 2 semaines. Qui défendait son utilisation de VPN pour apparemment regarder le Super Bowl. Et donc les attaquants veulent bannir son utilisation d'Internet. Bref, et donc voilà, pour regarder le Super Bowl, mon cul, frère. La SEC qui fait enfin un procès contre Terraform Labs et Do Kwon. Donc Do Kwon qui devrait enfin répondre de ses actes un jour, j'espère. Donc Do Kwon, le créateur de Luna Terra. Bonne nouvelle enfin pour Celsius qui a été dans un bateau entre l'achat, la promesse d'achat d'FTX, etc. Qui a accepté la bid de Nova Wolf, je sais pas ce que c'est, pour sortir de banqueroute. Et donc la plupart des utilisateurs devraient recevoir environ 70% de leurs fonds. Donc franchement, bravo, c'est une grande avancée. Et je suis très content pour les utilisateurs de Celsius. Ah, ça, c'est voilà, des petites nouvelles de Ivy Eisenberg. Là, le mec qui avait hacké Mango et qui s'est fait choper par la justice américaine. En gros, le mec a demandé au juge de lui laisser les fonds. Genre normal. Genre, ça a aucun sens, putain. Donc, je rappelle, il avait hacké pour 50 millions de dollars et il veut garder les fonds, le mec. Genre, on lui dit non, mais s'il vous plaît, laissez-moi les fonds, frère. Il est sur notre planète, le mec. Bon, ça, c'est Sam Bankman, mais c'était le truc sur la Wi-Fi. Voilà, et là, on a fini. Bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce Tisma Show. Il a duré assez longtemps, je pense, dans les bons timings, comme ça, tranquille. C'est à peu près tout pour ce Tisma Show. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochains Tisma Show. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver ces prochains jours. J'en ai tourné quelques-unes aujourd'hui et j'en ai 2 à tourner demain. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée si vous êtes en correspondance. Et sinon, à bientôt. Allez, ciao!